Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Salut Marc! Salut Jean-Dominique! Alors là, on se trouve présentement à l'aéroport de Montréal, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Et on est en attente de notre vol et en prévision des épisodes que nous allons enregistrer au fur et à mesure là-bas à Angoulême. J'avais comme envie qu'on se fasse un petit rendez-vous, Gonzo, toi et moi, pour revenir un peu sur nos rapports respectifs à Angoulême et parler aussi du lien qu'entretient le Québec au fil du temps avec le Festival d'Angoulême, et peut-être aussi présenter les différentes nominations cette année au prix. OK. Alors, Marc, toi, est-ce que tu sais, en fait de nombre, c'est le combienième festival auquel tu vas participer? Oh mon Dieu, après avoir entendu Jimmy Beaulieu puis sa participation assidue, moi, je suis allé la première fois en 2000, je suis retourné en 2003, puis 20 ans plus tard, je suis allé juste pour Julie en 2023. Ah bon, OK, donc il y a quand même eu un espèce... Tu as eu quand même un espace. Est-ce que tu as pu remarquer... Mais j'ai fait d'autres festivals. J'ai varié, tu sais, parce que j'aime ça explorer des choses, d'endroits différents. Mais au niveau d'Angoulême, là, il y a quand même un long laps de temps pendant lequel tu n'y es pas retourné. Quand tu y es retourné en 2022 pour... 2023, oui, pour le prix de Julie Doucet, qu'est-ce qui t'a frappé au niveau des différences du festival? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a marqué ou au contraire, t'as trouvé somme toute que ce grand événement de la bande dessinée, au final, n'avait pas tant changé que ça? Ben, on va dire que quand les gens commencent à arriver, les touristes, là, ça se remplit, c'est incroyable. Je pense que c'est ça qui m'a frappé le plus. C'est qu'il y a plus de gens qui... La masse énorme de gens. Puis aussi, ben, nous autres, on va se tenir plus dans la BD alternative, là, mais quand tu vas dans la BD plus commerciale, là, c'est incroyable. Là. Ça, je dis, c'est comme prendre le métro à l'heure de pointe à 5 heures. Il y a tellement de monde, c'est plus vivable. C'est ridicule. Là. Parce que tu vois, moi, Angoulême, j'y suis allé une première fois comme Kidam en 2005. L'année où Zep était président d'honneur. J'y suis retourné en 2012 pour couvrir le festival pour le Journal de Montréal. L'année où Guy Delisle a remporté le Grand Prix pour Chronique de Jérusalem. Et donc là, moi, c'est ma 3e visite et donc 2e couverture pour le festival d'Angoulême. D'ailleurs, je m'étais promis pour l'anecdote, je suis revenu tellement malade en 2012 du festival que je m'étais juré ne plus jamais y retourner. OK. Et me revoilà. Bon, en espérant que ça va être différent cette année, là, on a quand même... c'est ça qu'on dit, nous autres, on va pas là pour s'amuser. On va là... En fait, le plaisir dans le travail, oui, certes. Exactement. Mais on s'en va pas faire la fiesta, là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail. En fait, parle-nous un peu de ce qu'on s'en va faire. Je te pose la question comme si je n'étais pas au courant, mais c'est pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs quand même, Marc. Mais je pense qu'on a appris à bord 2 mandats. C'est faire un reportage photo avec texte pour les libraires, puis un reportage pour le Comic Journal sur le web. Puis entre-temps, on va faire plusieurs balados, souvent par rapport à la délégation québécoise. Mais pas que, hein? Pas que, oui, parce qu'on se donne des petits plaisirs, comme moi plutôt on veut parler à Menu de son... Jean-Christophe Menu. De sa carrière, être éditeur, être artiste, puis de parler d'Angoulême. Oui, de son rapport au festival, qui est un peu quand même ambivalent, il faut le dire. Jean-Christophe Menu, pour le bénéfice des auditrices-auditeurs, cofondateur de la structure éditoriale de l'association, et qui a quitté au début des années 2010 et donc qui a lancé sa propre structure, l'Apocalypse. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on est au stade olympique à l'époque. Mais c'est l'Apocalypse. Sonore. C'est l'Apocalypse sonore. Mais je le rappelle, on est en direct du très huppé aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Ouais. Comme tu dis, oui, on s'en va bourlinguer. En fait, l'idée... c'est pas notre vol, ça, hein, Marc? Non. Rassure-moi. Excellent. Alors, évidemment, là-bas, en plus des reportages écrits et photographiques dont tu as parlé, moi, je trouvais que l'occasion était trop belle pour réactiver, réanimer le balado entre deux cases.
et de réaliser des entrevues sur place. L'idée, évidemment, moi j'ai une inclinaison à l'histoire, donc je voulais aussi marquer le coup et de réfléchir et de parler du rapport que le Québec entretient avec le Festival international d'Angoulême. Il faut savoir que la toute première délégation officielle québécoise a eu lieu il y a exactement 40 ans, en 1985. Et de la vingtaine d'auteurs et d'autrices qui étaient de cette délégation, il y a une personne qui sera présente à cette délégation-ci et on a un rendez-vous avec cette personne-là et il s'agit de Rémi Simard. Oui, ça c'est intéressant. Alors, très heureux parce qu'en quelque part, il est devenu, sans le vouloir, le doyen. Il sera le doyen de la délégation actuelle. Et ça nous permettra, en discutant avec lui, de voir le chemin parcouru. Parce qu'à l'époque, en 85, Rémi Simard était un jeune auteur. Il venait de publier un premier album jeunesse. Donc, je trouvais ça intéressant. Toi, tu fais partie, t'étais partie prenante de la seconde imposante délégation officielle québécoise en 2000. Oui. Qui a fait l'objet d'un épisode d'une entrevue avec Stéphane Lemardelé, oui. qui est diffusé d'ailleurs. Justement, je pense que tu as eu des commentaires. Francis Dernay qui était revenu, qui n'était pas au courant de ça. Puis je pense que ça va être une petite fleur à Stéphane Lemardelé, que les gens soient conscients que vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Puis ça a été toute une délégation, là. Ça a eu beaucoup d'impact, là. Fait que c'est intéressant de voir aujourd'hui où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a avancé ou on a-tu reculé? Oui, et quel est... Et tu sais, moi, je m'interroge beaucoup, Marc, tu le sais, toi aussi d'ailleurs, je m'interroge beaucoup dans mon travail de médiation, puis de chroniqueur, mais pas de chroniqueur dans le sens d'humeur, mais d'observateur et de commentateur du milieu de la bande dessinée. Moi, je m'interroge beaucoup sur les retombées d'une telle délégation québécoise. Et si en 85, le but, c'était vraiment une première prise de contact avec le milieu européen, que la seconde, on en a parlé beaucoup avec Stéphane Lemardelé, que c'était beaucoup l'aspect multimédia. Puis, je te dirais multimédia, mais artistique. Artistique aussi. Parce que je veux quand même souligner que l'exposition, c'était quelque chose. Puis, comme Stéphane disait, transporter des œuvres d'une quarantaine d'auteurs, puis les installer, parce qu'il y avait toutes sortes de formats, c'est quelque chose digne d'un grand musée, mais c'est une équipe de 2 l'a réalisé pour Angoulême. Parce qu'aujourd'hui, les gens des festivals ou des délégations, ils essayent même plus. Ils font imprimer des plexiglas ou des choses sur... Oui, bien, c'est beaucoup pour des impératifs, évidemment, financiers. On ne se le cachera pas. Tout coûte cher. Ceci dit, pour moi, il m'apparaît clair que, au vu des différentes conversations qu'on aura avec les gens de la délégation, je pense que ce serait intéressant de réfléchir à quelle est la pertinence, quelles sont les retombées de délégations québécoises à l'ère informatique où, dans le fond, on peut faire des visioconférences, où on peut envoyer des courriels. En 2025, quelle est la nécessité d'être sur le terrain? Évidemment, moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Mais aussi parce que... Oui, là, on parle... Là, c'est intéressant, parce qu'on parle des auteurs et des organisateurs de festivals. Ouais. Fait que la nécessité d'être sur le terrain... On parle de tout, oui. On parle de l'écosystème au complet. Exactement. Évidemment, pour une autrice, un auteur, d'aller dédicacer Angoulême, de réseauter, de rencontrer ses pairs, c'est intéressant, c'est indéniable. Mais au-delà de ça, comme le disait si bien Yvon Deschamps, que ça donne. Ouais. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir tout au long de nos différentes entrevues. Parce que, juste une petite moi, c'est ça que j'ai retenu de l'entrevue avec Jimmy. C'est que Jimmy, il y a beaucoup de réseautage, de connexions, tout ça, qui a permis finalement de se retrouver en résidence. Fait que je pense que de son point de vue à lui, c'était très bon de venir à Angoulême. Oui, et de cette entrevue-là, qui sera libérée sous peu d'ailleurs, qui n'a pas encore été diffusée, mais c'est cette idée aussi, et il est revenu souvent là-dessus, cette idée d'appartenir à un milieu. Il en a beaucoup parlé aussi avec sa résidence qu'il a fait de plusieurs mois à Angoulême en 2004. Et donc, d'appartenir à un milieu, et je pense que ça aussi, c'est tout à fait légitime et sain, d'aller voir des collègues qui pratiquent ce même métier-là ailleurs. Fait que c'est pour ça que c'est fun pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on va parler à des gens qui ont beaucoup de métiers, puis des gens que c'est la première fois qu'ils viennent à Angoulême, des jeunes auteurs, autrices. Fait que ça va être le fun d'avoir leur perspective avec les gros yeux pleins d'étoiles, puis ceux qui en ont vu d'autres, puis ils vont être capables de faire la part des choses. Peut-on vraiment être blasé, Marc? C'est ce qu'on découvrira.
D'ailleurs, on a parlé avec Jimmy Beaulieu. On est revenu aussi sur la fondation de Mécanique Générale. Ouais. En 2001, alors Jimmy Beaulieu s'est présenté pour la première fois à Angoulême avec un collectif. De bande des 6 cofondateurs de Mécanique Générale. Et donc, évidemment, la fondation de cette structure éditoriale-là est intimement liée au Festival d'Angoulême. Puis ce qui est intéressant, si on fait une suite, c'est que Philippe Girard est ici avec son merveilleux livre sur Saint-Exupéry. Ouais, Le Prince fait que lui aussi, on va y poser des questions, puis on va revenir dans le temps avec. Revenir aussi sur les différents prix à Angoulême qui ont été remportés par des auteurs québécois. Évidemment, en 2010, Paul à Québec pour le prix du public. En 2012, Chronique de Jérusalem pour le Fauve d'Or, meilleur album de l'année. J'étais là. C'était vraiment quand même assez particulier. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est très difficile, c'était en tout cas à l'époque très difficile de prévoir, de booker des entrevues à l'avance. Et avec la relationniste de presse des éditions Delcourt, j'avais convenu d'un rendez-vous avec Guy Delisle. Finalement, tout ça est tombé à l'eau. Et j'ai pu interviewer Guy pour le Journal de Montréal à 1 heure de la remise des prix. Et j'ai su que Guy gagnait le prix. Et c'était très simple, c'est parce qu'il remballait les boîtes et il y avait vraiment beaucoup d'excitation au kiosque de Delcourt. Alors j'ai félicité d'avance Guy Delisle et Guy, en bon prince, en bon joueur, m'a dit « Mais tu me félicites pourquoi? » Mais je dis « Mais on le sait que tu vas gagner un prix là, pour Chronique de Jérusalem. » Et il essayait vraiment de détourner ma question. D'ailleurs, Michel Rabagliati, un doublé. Non seulement il est le premier Québécois à avoir gagné un prix en 2010 pour Paul à Québec, il est le premier auteur québécois à avoir remporté 2 prix à Angoulême, puisqu'en 2021, il remporte le prix de la série pour Paul à la maison. Évidemment, tu l'as évoqué d'entrée de jeu, en 2022, Julie Doucet, sacré Grand Prix d'Angoulême, la 3e femme de son histoire, si je ne m'abuse. J'ai pas ça dans mes notes, mais il me semble que oui. Toi, tu étais là lorsqu'elle a reçu de Chris Ware. Non, moi j'étais là, c'est après. Parce que l'année suivante, elle est présidente, puis il y avait toi, l'exposition. Toi, tu étais l'année de sa présidence, donc tu as vu son expo. C'était important, pour moi, d'aller documenter son exposition pour qu'au moins les gens aient une idée de l'ampleur de son travail. Parce qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas d'exposition au Québec qui rende, comment je pourrais dire, qui témoigne de son talent, de ses innovations, puis de la grande force, de la puissance que son œuvre a encore aujourd'hui. Puis multiforme, là, collage, bande dessinée. Moi, il m'apparaît clair que les instances muséales au Québec, là, faudrait peut-être qu'ils arrivent au 21e siècle, puis qu'ils se rendent compte que des gens de la stature de Julie Doucet, d'Henriette Valium, les musées devraient acquérir pour leur collection à elles et eux, là, pour leur fonds, devraient acquérir des œuvres d'auteurs de cette stature-là. Je pense que de dire ça, c'est une évidence, comme de convenir que l'eau est mouillée. Pourtant, on sent qu'auprès des différentes institutions muséales au Québec, il n'y a pas encore cette écoute, il n'y a pas encore cette considération-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir. J'appellerais ça le syndrome Van Gogh, tu sais. C'est que faut-tu mourir pour qu'après que les gens découvrent des trucs? Dans le cas d'Henriette Valium, malheureusement... Puis on parlait de Bernie Miro qui nous a quittés, de Joe Matt. Tu sais, un moment donné, là, réveillez-vous, là, on vieillit. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de dire un dernier prix. Outre Michel Rabagliati, Guy Delisle, il y a aussi l'album mégantique Un train dans la nuit aux éditions Éco-Société d'Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel qui ont remporté en 2022 le premier prix Éco-Fauve. Donc, pour une œuvre aux portées, aux visées environnementales. Ouais. Donc, et là, cette année, on a 2 Québécois, on a 2 œuvres d'artistes québécois qui sont en nomination pour le Grand Prix. Alors, on a Pour une fraction de seconde de Guy Delisle aux éditions Delcourt, extraordinaire album qui n'est pas encore arrivé malheureusement au Québec, ça ne saurait tarder, début février, donc après le festival. On a aux éditions Par Mourir pour la cause de Chris Oliveros dans une traduction d'Alexandre Fontaine-Rousseau. Ouais, puis on sait tout le bien que je pense de cette œuvre. Oui. C'est un grand livre, c'est un grand album au Québec. Si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore lu cet album-là, attendez la fin de l'épisode et allez l'acheter ou l'emprunter à la bibliothèque.
Et aussi, il y a le prix de la bande dessinée alternative 2025 est dénommé. Il y a 3 revues québécoises. Alors, représentant Montréal, il y a la revue Planche. De la ville de Québec, la Flopée. Et de Sherbrooke, alors là, je ne sais pas comment le dire. C'est-tu Crawl ou Corol? Mais en tout cas, c'est une gang de Sherbrooke qui ont gagné un prix à Québec l'année passée. Donc, le Québec est quand même représenté au niveau des prix. Je ne les connais pas. Ben, moi non plus. Mais bon, c'est un collectif, c'est des auteurs qui sont de l'université à Sherbrooke en génie. Ah oui? Oui, et donc qui ont une approche très novatrice par rapport à la bande dessinée, donc c'est très intéressant. Donc évidemment, voilà, le portrait cette année, on a quand même quelques auteurs locaux et quelques initiatives locales, donc qui sont en lice, et on va découvrir ça. Pour les prix officiels d'Angoulême, ils sont remis le vendredi. Et pour le prix de la bande dessinée alternative, je crois qu'ils sont remis samedi le lendemain. Donc, on vous reviendra avec toutes les nouvelles et peut-être même des entrevues exclusives. Alors voilà, Marc, c'est la première fois, moi, que je vais faire une couverture en tandem, en duo. C'est chouette de briser la solitude du reporter seul. Mais là, je te regarde, j'ai l'impression qu'on anime une émission de sport, moi, pour toi. Alors, on ouvre les lignes. OK, Lainé, tu bon, Lainé? Ouais. Lainé, là, ouf, il traîne la patte, hein? Alors voilà, donc en direct de l'aéroport, j'avais envie qu'on se fasse un espèce d'épisode informel, juste comme pour jeter les bases de... Et je suis très, très curieux de voir dans quelles conditions sonores on va enregistrer les prochains épisodes. Alors, si vous saignez des oreilles présentement, on s'en excuse. On est à côté d'un café et de gens qui discutent. Ouais. Mais Angoulême, ça devrait être un peu mieux. On va trouver des cafés tranquilles. Marc, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour cet épisode impromptu. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Aïe. Alors, c'est ça ton mot de la fin, Marc? Aïe. Vous aïe. Alors, restez à l'écoute. Suivez notre couverture. 419. Ouais, 419. Ça, sais-tu à quoi ça me fait penser, Marc? J'ai l'impression qu'on pourrait se sortir une carte de bingo. Ouais, moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans un sous-marin et on joue à Battleship. Bon. Alors, c'est l'appel final pour l'embarquement et également pour cet épisode. Marc, on se retrouve très bientôt. Et à tous et toutes, merci de nous suivre.